Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Maxime Huzard. Salut Maxime. Salut Mathieu, moi aussi je suis ravi d'être là. Eh ben écoute, top. On est donc dans cette, je dirais, j'ai perdu le fil, quoi. Ça doit être quatrième épisode de Early Stage, donc ce format un peu court. Et je suis ravi de t'avoir parce que plusieurs personnes m'ont dit pour Early Stage tu pourrais parler avec Maxime qui est en train de décoller avec Spacefeel, qui est donc ta start-up. C'est ça, ouais. Quelle chance. Et du coup, je suis curieux de comprendre un peu comment tout ça fonctionne, parce qu'en plus t'es quand même relativement jeune pour un start-upper. T'as 25 ans, tu me disais? 25 ans, ouais. Et t'as monté Spacefeel à quel moment? J'ai monté Spacefeel avec mes deux associés, donc Gustave Roche et Quentin Drillon, il y a 1 an et demi. Ok. On a commencé en janvier 2018 à bosser tous les trois un petit peu et ça a vraiment pris forme en juin 2018. D'accord. Le 18 juin. D'accord. C'est une date qu'on garde qui nous fait toujours un petit peu rire, mais... Eh ben écoute, le 10 juin 2018 naissait Jules, mon 3e enfant, tu vois. Ouais. Voilà, bonne date. Comme quoi. Et j'étais ce jour-là donc à la maternité, à la naissance de Spacefeel, je m'en souviendrai aussi désormais. C'est Jean-Charles Kurdali notamment qui nous a mis en relation, que je remercie, qui anime lui-même aussi un podcast dans la tête d'un Vici, ouais. Que je recommande vivement à ceux qui ne l'ont pas encore découvert. Alors, Maxime, je te propose déjà pour commencer de te présenter. Alors, moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs. D'accord. Comme ça, je commencerai par me présenter. Dans ma famille, quasiment tout le monde a monté son entreprise. D'accord. Du côté de mon père comme du côté de ma mère. Je suis un passionné de rugby, je suis un fou de cuisine et de vin. Voilà, pour me donner quelques petits trucs type perso. Juste la famille, quand tu dis famille d'entrepreneurs, ça se matérialise comment dans ton enfance, ton est-ce que c'est quelque chose qu'on t'inculque ou ouais. C'est pas forcément quelque chose dont on parlait énormément. C'est juste un sentiment de voir autour de soi les parents qui bossent beaucoup, qui rentrent tard, le week-end à table, des discussions qu'on ne comprend pas trop forcément. On avait une maison de campagne en Bourgogne dans laquelle on allait et il y avait pas mal... alors c'est lié aussi à Spacefeel, forcément. On est marqué par son enfance. Mais voilà, le samedi, au lieu d'aller se balader forcément dans la forêt, on allait se balader dans les entrepôts avec mon père. Donc voilà, c'est comme ça que ça se traduit et c'est une passion, c'est... voilà, des discussions autour de problématiques qu'il peut y avoir au quotidien, de réussite, de richesse humaine aussi. Ça, c'était... Et du coup, t'as des frères et sœurs? J'ai une petite sœur et un petit frère. Qui suivent cette voie? Qui suivent pas du tout cette voie. D'accord. Tous les deux qui prennent des chemins différents. Ma petite sœur s'oriente vers du conseil en stratégie et mon petit frère plus ingénieur. D'accord. Mais oui, pour revenir dans le chemin un moment, mais peut-être. Ils sont pas partis sur de la médecine ou du... Non. Ils ont failli. D'accord. Ils ont failli. Le truc, c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir en effet dans quelle mesure toi tu te dis en fait c'est un peu le seul chemin parce que c'est celui que tu connais, quoi. Ouais. C'est assez particulier. J'y ai pensé en venant ici justement. C'est que j'ai toujours été un bon élève depuis que je suis tout petit. Et la facilité quand t'es un bon élève, en fait, c'est jamais faire de choix. C'est que les choix s'imposent à toi et que tu continues dans une voie qui est un peu toute tracée. Quand tu vas faire le choix en seconde, tout le monde, beaucoup de gens autour de moi me disaient il faut aller en terminale S, donc du coup tu vas en terminale S.
T'avais fait allemand avant ou pas? J'avais pas fait allemand parce qu'en fait, mon père parle espagnol et je suis souvent allé en Espagne avant et j'adorais. D'accord. Mais t'as fait du latin. J'ai fait du latin, des choses comme ça. D'accord. Enfin, bref, tout ce genre de choses que je regrette pas du tout. Mais que finalement, tu vois, ensuite, classe prépa, ensuite le concours, et tu choisis pas l'école que tu veux forcément, mais celle que tu as qui est la meilleure qu'il faut faire. Et au fond de moi, j'avais toujours cette envie de faire mon choix. On la citera pas, je l'ai assez cité récemment, mais vous devinerez en 3 lettres. Mais du coup, quand tu es entouré de gens qui, comme toi, ont toujours été des bons élèves, bah, tu es entouré de personnes qui veulent continuer à faire ce qui peut être vu par tous ceux qui sont autour d'eux comme la chose la plus logique où tu te fermes le moins de portes. En fait, c'est cette phrase, c'est se fermer le moins de portes et vouloir continuer à apprendre parce que c'est quand même... T'es entouré de gens qui sont brillants, qui veulent jamais s'arrêter d'apprendre et de progresser. Et donc, il y a un moment où je me suis dit, en fait, je repousse, alors qu'au fond de moi, j'ai cette envie de voir si moi aussi, je suis capable de faire quelque chose. Alors, on n'a qu'au début avec Spaceville, hein, mais voilà, j'ai essayé 2-3 fois de lancer des choses pendant mes études, qui ont plus ou moins bien marché. C'est-à-dire au début, je me suis dit que j'allais lancer un La Fourchette live. Donc, à chaque fois qu'il y a un resto qui est vide, il peut mettre une promotion et la publier. D'accord. Ça a beaucoup plu au resto, ça a moins plu aux gens. On n'a pas eu, l'application a peu eu téléchargement. Il y a plein eu de choses comme ça qui n'ont pas marché, mais c'était génial. Ouais. Après, très compliqué d'avoir plein de restos, je veux dire, de développer le réseau de restos qui acceptent ça. Ouais, ça, je suis vraiment... Il y a plein de boîtes qui bossent avec des restos. Je suis assez impressionné par leur capacité à faire ça parce que c'est vraiment des gens qui ont des créneaux horaires très, très, très petits et qui n'ont pas forcément le temps de penser à autre chose que le feu. Ils sont dans le feu au quotidien. Ouais. Et c'est un métier qui est... moi, qui me passionne. Ce que je t'ai dit au début, la cuisine. Mais je suis admiratif de ces gens-là. Donc, j'ai commencé à faire ça. Ensuite, j'ai essayé de faire une plateforme, une marketplace de conférenciers. D'accord. Pour aider les entreprises avec le développement de tous les meet-up, etc. Je me suis dit, en fait, il y a des conférenciers professionnels qui sont des gens qui ont eu des carrières et des vies incroyables et qui arrivent à t'inspirer et à faire en sorte que... Pas mal de mes invités, en fait, se retrouvent avant ou après, d'ailleurs, sur des plateformes. Certains m'ont dit qu'en effet, c'est... Et alors, certains y étaient bien avant. Hein, je vois Stéphanie Giquel qui fait des ultra-marathons, des grandes courses et des choses comme ça. Et même Cédric Villani, je crois, était aussi sur des plateformes aussi. Donc ça, il y en a quelques-unes. Ouais. Et donc, tu l'as lancé, ça ? Alors, en fait, on l'a lancé. Ça s'appelait Call for Talk. Ouais. Et je l'ai lancé. Et ça, c'est vraiment une belle histoire parce que c'est ça qui m'a poussé à faire le premier pas et à faire un vrai premier pas. Avant l'application de resto, elle avait même pas de nom quasiment. On était juste, on voulait faire quelque chose, on voulait pas rester à rien faire. C'était du POC, quoi. C'était du POC, voilà. C'était vraiment proof ça. Of concept. C'est passé de l'idée dans un amphithéâtre à d'accord, est-ce qu'on est capable vraiment de faire quelque chose. Ok. Et ça, en fait, c'est 2 entrepreneurs que je remercie énormément, qui s'appellent Bruno Duvillier et Eric Kwan, qui cherchaient un jeune plein d'entrain et d'illusions pour les aider à lancer ce projet. Parce que l'un avait une agence de conférenciers qui s'appelle Plateforme, qui a toujours d'ailleurs. Très bien, je vois. Et l'autre est un entrepreneur qui a toujours beaucoup aidé les autres entrepreneurs. Il était président du réseau Entreprendre Paris. D'accord. Et donc j'ai pas mal travaillé avec eux pour les aider à lancer Call for Talk. Et là, je me suis dit en les voyant que c'était vraiment ce que je voulais faire. C'était vraiment créer ma propre entreprise avec des gens. Parce que c'était incroyable d'apprentissage. J'ai rencontré des dizaines de conférenciers qui étaient là et qui m'aidaient à essayer de développer ça et qui donnaient de leur temps gratuitement alors qu'ils étaient même pas sûrs que moi, du haut de mes 21 ans, j'allais pouvoir vraiment faire quelque chose qui allait les aider. Et ça, c'était bluffant. C'était génial. Ça, c'est propre à certaines entreprises. Il y a aussi pas mal de projets que tu fais tout seul dans ton coin, tu vois, pendant longtemps. Ouais. Mais je pense que ces projets dont tu parles,
et dans lesquels je peux m'inscrire avec ce podcast en tout cas, de la rencontre, de l'échange. Enfin, pour moi en tout cas, tu parles d'apprentissage, mais c'est vraiment les meilleurs. C'est vrai que c'est quelque chose de fascinant. Ouais. Tu vois, avec un moment, hein, d'ailleurs, je crois que si tu vas sur le site de, ça nous arrive de mettre en relation, mais si tu vas sur le site de Génération Do It Yourself, à un moment, on s'était dit un des moyens de monétisation de Génération Do It Yourself pourrait être d'être une sorte d'agent, de proposer en fait aux auditeurs qui veulent faire intervenir des invités de Génération Do It Yourself de les booker via nous. Il se trouve que on n'a plus vraiment le temps de gérer ça et que voilà, donc généralement quand on a des demandes, on les transmet directement aux intéressés qui se débrouillent après. Mais en fait, il y a un vrai tout comme plateforme, en fait, il y a un vrai business intéressant là-dessus parce que c'est très difficile de se vendre soi, déjà. Je veux dire, tu as dû l'identifier là-dessus, mais quand quelqu'un te contacte, dire je vaux 3 000 € la conférence ou 30 000 € la conférence, parce que certaines personnes vont booker 30 000 €, voire plus. Hein, je veux dire, on va voir des anciens ministres, présidents, etc., qui vont prendre beaucoup plus que ça. Mais c'est compliqué à dire. Enfin, tu vois, même il y a un peu un côté, j'ai un énorme melon. Moi, je vaux. Ah oui, mais tu vaux quoi en fait? Tu vaux ton expérience, tu vaux le nombre de personnes que tu fais venir, tu vaux la visibilité que tu lui donnes à l'événement. C'est ça. Et tout ça, c'est autant de choses assez rationnelles et irrationnelles en fait. Et donc ça, là-dessus, t'es allé assez loin sur ce projet? Là, on est allé assez loin. Je l'ai lâché en cours de route parce qu'après, je suis parti en année de césure, voir différentes expériences. Où ça? On y reviendra. On y reviendra juste après. Mais en fait, j'ai lâché au moment où on a commencé à créer le site et où on avait une base de conférenciers qui étaient d'accord pour travailler avec nous. Donc on avait défini vraiment ce qu'on allait faire comme produit, on avait défini notre proposition de valeur, on avait des premiers clients qui étaient intéressés. Enfin, en fait, tout ce qu'on a reproduit chez Spacefield, qui est comment est-ce que tu arrives à faire une boîte tech, mais pas forcément avec un produit. Et donc du coup, on a commencé à avoir des conférences, on commençait à avoir deux, trois choses qui s'imbriquaient les unes dans les autres. Et là, je travaillais avec une fille qui a pris la tête du projet, qui l'a porté ensuite pendant 1 an et demi, qui est génial, qui travaille aujourd'hui dans l'agence Buzzman. D'accord. D'ailleurs, sur toute la partie produit. Désormais racheté par Havas, je crois. Exactement. Ouais. Et qui a dit je porte le projet et moi j'avais envie de voir autre chose. Toujours rattrapé par ce syndrome du bon élève. Et je suis parti en fusion-acquisition. D'accord. Oui. Ouais. Ça c'était voilà, j'ai arrêté en juin et en juin j'ai repris directement la fusion-acquisition pour enchaîner. Et parce que je cherchais aussi une expérience structurante, autour de moi, beaucoup de mes amis partaient dans du conseil ou fusion-acquisition, des fonds d'investissement, des choses comme ça. T'as fait ça combien de temps? J'ai fait ça 6 mois. D'accord. Chez Rothschild. D'accord, très bien. J'ai eu un moment, un éclair, je me suis dit, j'ai cru que t'étais passé par McKinsey, mais là t'aurais été, bon, Rothschild t'es pas mal dans la voie un peu très tradie, hein. Alors plus tradie française, mais très française. Tu vois, dans les invités que j'ai eu comme ça, alors ça va, t'as fait entre guillemets que 6 mois, parce que la difficulté, je pense à Alex Pro qui a fondé Conto, la banque en ligne, la néobanque, et en fait, il y a quand même un moment où, quand tu as fait cette voie de l'excellence, que tu es au bout de 4-5 ans chez McKinsey, que tu vas te faire un INSEAD en master et que tu en fait, créer une entreprise, c'est un pari. Ouais, puis c'est quasiment impossible parce que en fait, tu es parti dans une direction qui est tracée, comme tu le dis, et en plus qui est souvent, on en parle ici avec certains, une sorte de prison dorée. Ce qui n'est pas si simple à comprendre et à la fois qui peut de temps en temps être une vraie prison en fait, un vrai truc dans lequel tu t'épanouis pas, je pense. Mais bon. En tout cas, c'est une école qui peut. Incroyable. J'ai pas dit, attends, il y a plein de gens. Je suis pas du tout en train de dire que tous les gens chez Rothschild et chez McKinsey sont malheureux, loin s'en faut. Maintenant, je dis juste que je pense que le risque, est ce que tu vas nous expliquer, mais ce que tu n'as pas fait, c'est aussi de rester dans cette voie du bon élève, quoi. Enfin, en tout cas pour moi. Oui. En tout cas, avec l'idée que j'avais de mon parcours et avec l'envie qui me titillait vraiment de monter ma boîte,
je suis heureux aujourd'hui d'avoir fait ce choix. En revanche, je suis extrêmement heureux d'être passé par cette école qui est assez exceptionnelle d'un point de vue de l'exigence, de la rigueur, aussi un peu prestige, mais en fait c'est surtout l'accès qu'ils ont à des entrepreneurs exceptionnels. Parce que moi j'étais dans la partie vraiment small et mid cap, donc c'était que des entrepreneurs qui avaient travaillé 5 ans, 10 ans, 15 ans quand on était à leur première ou deuxième entreprise, avec des entreprises à taille humaine encore. Qui étaient les clients de Rothschild. Qui étaient les clients et qui soit partaient sur une levée de fonds, soit allaient vendre leur entreprise. Et ça, avoir accès à ces personnes-là et à leurs entreprises, leurs réflexions stratégiques, c'est pas quelque chose auquel tu es habitué quand tu as 21 ans, quand tu es en stage dans n'importe quelle autre entreprise. Ouais, ça, c'était une chance vraiment exceptionnelle. Et en plus, être entouré parce que c'est que des gens brillants qui travaillent dans cette entreprise-là. Être entouré de gens brillants comme ça, moi, ça me tire. Moi, ça me tirait vers le haut. Et là, on arrive donc à la création de Spacefield juste après ces 6 mois. Alors, il y a encore eu 6 mois après. Ouais. Je suis parti dans une start-up parce que j'avais envie de voir un petit peu ce que ça faisait. Je suis parti à New York, c'était hyper excitant, vivre la vie à la new-yorkaise, une start-up qui a fait Y Combinator, c'était génial. Y Combinator, qui est l'accélérateur par excellence aux États-Unis. Exactement. Ouais. Qui était dans un milieu un peu compliqué parce que c'est le secteur des médias. Ils avaient fait un algorithme un peu comme celui de Netflix ou YouTube qui recommande des vidéos. Mais en marque blanche pour tous les sites médias. Donc, par exemple, tu es sur Le Monde et hop, ça va te recommander une nouvelle vidéo, etc. Et c'est difficile de vendre un produit aux médias, encore plus un produit tech. Il faut leur proposer un produit qui leur rapporte de l'argent, mais leur vendre, ça, je connais très bien cet univers. Tu vois, on fait beaucoup de conseils dans les médias en France. Ouais. C'est un univers qui était passionnant, mais extrêmement difficile et du coup... il y avait des moments qui étaient un petit peu frustrants, mais c'était une belle aventure et j'étais vraiment content d'en faire partie. Et puis après, je suis parti parce que j'ai eu l'opportunité de bosser chez Google. D'accord. À Londres. Parce qu'en fait, j'étais fasciné par la culture qu'il y avait chez Google. Il y a un livre incroyable qui est How Google Works. Oui. Qui explique un petit peu comment est-ce qu'ils ont mis ça en place, comment est-ce qu'ils fonctionnent au quotidien. Qui est un livre pro Google ou qui est un livre qui a été écrit par les fondateurs de Google. C'est vraiment... mais c'est pas du tout sur le business model de Google, c'est pas du tout sur comment est-ce qu'on va dominer le monde ou des choses comme ça. C'est vraiment plus un conseil aux entrepreneurs et surtout, avant tout, aux employés qui veulent rejoindre Google pour leur dire attention, si vous rejoignez Google, voilà comment on travaille, voilà ce qu'on pense qui sont les fondements de la culture Google et des méthodes de travail qu'il y a chez nous. Est-ce que vous y adhérez ou est-ce que vous n'y adhérez pas ? Et moi, j'y adhérais pas mal et voir ça de l'intérieur dans une culture anglo-saxonne que je connaissais pas du tout parce que moi, j'étais resté vachement franco-français dans tout mon parcours. Même la start-up, elle était française à New York. Ça m'attirait, j'avais envie de voir ce que c'était. D'accord. Ouais, ça te fait en effet un bon panaché pour commencer. Ouais, c'était génial. Je veux dire, Rothschild, petite start-up, Google, pour savoir déjà au moins, j'imagine, avoir une bonne idée de ce que tu veux faire, parce que de plus en plus, on voit, il y a quand même eu des mouvements qui sont assez impressionnants. Moi, depuis, tu vois, ça fait... Oh la vache, ça fait presque 20 ans que je bosse. Non, ça fait un peu plus de 15 ans en tout cas, ouais, presque 20 ans. Et ça fait 15 ans que je suis entrepreneur. Et en fait, on a vu les évolutions, c'est-à-dire qu'on en parle de temps en temps avec certains de mes invités, mais il y a 15 ans, être entrepreneur, c'était pas du tout un truc cool, enfin, tu vois, pas du tout autant que... Et en fait, dans les évolutions, il y a 15 ans, ce qui était cool, c'était de rentrer, en effet, chez Goldman Sachs, chez McKinsey, dans certains très grands noms de grosses firmes, tu vois, internationales, qui aujourd'hui attirent nettement moins, notamment dans les grandes écoles de commerce, etc. Ensuite, tu as eu les GAFA qui ont pris le relais, donc c'était vraiment aller chez Google en particulier, mais Apple, Facebook évidemment, voilà, qui était vraiment et puis Amazon, mais qui était vraiment l'endroit où aller.
après est arrivé le mouvement très start-up, donc aller dans des start-up un peu moyennes, grosses, et puis maintenant c'est vraiment créer sa boîte. Donc on est vraiment dans une sorte de mouvement qui redescend vers de l'énorme firme, vers très installé, vers le truc qui est complètement instable, voilà. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Et toi, tu as pu, avant 22 ans, 23 ans en tout cas, tester un peu tous ces environnements, ce qui est quand même assez fascinant, j'imagine. Ouais, c'était vraiment génial. Il y a des choses que tu t'es dit, ça, je veux vraiment pas faire. Il y a des choses, je me suis dit, ça, je me fais vraiment pas faire. Il y en a d'autres, je me suis dit, c'est des boîtes absolument. Ouais. À des boîtes. Je veux dire, est-ce que tu t'es dit, je sais pas, Rothschild, très belle boîte, mais tu me disais que c'était super de fréquenter des gens comme ça, etc. Ouais. Mais est-ce que tu t'es dit, ok, ça c'est bon, j'ai coché la case, mais c'est vraiment pas ce que je veux faire? Ouais, chez Rothschild, je me suis un peu dit ça. J'ai appris énormément. Vraiment, j'ai appris énormément. Après, il me manquait un côté. Enfin, je suis un peu un fou de la culture d'entreprise. Ouais. Même si on a 1000 choses encore à améliorer chez Spacefield. Mais le côté. Vous êtes combien chez Spacefield? Là, on est une quinzaine. Il va falloir quand même que tu me racontes ce que vous faites. Ouais, bien sûr. C'est très dur d'avoir une culture d'entreprise quand tu es aussi petit aussi. Et à la fois, c'est là où elle naît. Sinon, après, tu t'essaies d'imposer un truc qui n'existe pas. Donc... Ouais, on n'a pas envie de faire des choses comme ça. Mais le côté très hiérarchique et assez top-down, il y a un moment où. Je pense que ça atteint ses limites. Oui, je suis d'accord, mais j'ai des grosses réflections là-dessus parce que nous on grossit, tu vois, chez Cosa Vostra, on est de plus en plus. T'es arrivé en me disant, je pensais pas que vous seriez autant, tu vois, et j'ai quand même ces questions parce que, et je le vois. Ma femme travaille alors désormais chez LinkedIn, avant chez Facebook pendant 10 ans, et j'ai plein de potes chez Google, j'ai plein de potes chez Apple, à droite à gauche, et en fait, quand même, quand t'as fait, je sais pas, le SCP, le M Lyon, les SEC, pour ne citer que, en citer d'autres en tout cas, et peut-être, je sais pas, l'INSEAD et des très gros masters, des trucs comme ça, que t'arrives chez Google, que t'es très bien payé, mais que t'es sur un management totalement horizontal, avec peu ou pas de perspective de monter, parce qu'en fait c'est quand même un peu ça une sorte de but dans la vie, c'est l'escalade vers l'Everest, enfin tu vois, t'as un peu ce truc. Et il y a un moment, ça pose des questions. Je vais pas dire forcément un problème, mais il y a quand même un moment où tu te dis, ok, super, bon, je suis là depuis 15 ans, je suis toujours, ouais, j'ai des nouvelles responsabilités, c'est le fonctionnement par silo, on est, je pense qu'il y a un moment, on reviendra peut-être... je sais pas, hein, j'étais peut-être trop jeune pour me répondre à ça, mais j'ai pas la réponse. Mais tu vois, je pense qu'il y a un vrai sujet. Moi, j'ai un vrai sujet d'organisation. J'ai jamais vraiment fait d'organigramme chez moi. Et aujourd'hui, quand la question se pose d'en faire un, tu te dis, en fait, c'est facile à faire un organigramme. Il y a des gens, et en fait, non. Nous, j'ai pas envie de le faire comme tu le décris, sur un top-down évident. Parce qu'après, tu peux plus entrer des talents à des postes où ils vont se dire, ah bah ouais, mais là, il y a déjà quelqu'un, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais c'est aussi ça qui me passionne. C'est comment est-ce que tu arrives à faire en sorte quand même que les gens à l'intérieur de ton organisation continuent à prendre des initiatives qui sont quand même dans le cadre que toi, tu avais imaginé pour ton entreprise, pour pas te défocus totalement. Alors après, nous, on est hyper jeunes encore, mais justement, on doit rester le plus focalisé sur une stratégie extrêmement claire, sur une verticale pour pouvoir pénétrer et prendre des parts de marché. Mais comment est-ce que tu fais pour arriver à transmettre ça à tes équipes sans qu'elles se sentent totalement liées et devoir juste exécuter la volonté de celui qui est au-dessus et qui a dit c'est comme ça. Et sans les écouter. Exactement. Avant de revenir sur comment tu l'as créé, pourquoi, etc., raconte-nous ce que c'est Spacefield. Alors Spacefield, c'est une plateforme, presque une marketplace. Donc space comme espace, et field comme remplir. Voilà, remplir l'espace. Ça a commencé comme ça. T'as le .com là-dessus? Non, on a le .fr. On a le .fr. On est en train de regarder pour le .com si quelqu'un veut le racheter pour nous le revendre. Il a écouté ce podcast. Non, on est en train de le récupérer. C'est remplir l'espace parce que ça a à voir aux entrepôts.
Donc j'ai dit, moi je me baladais dans les entrepôts quand j'étais petit. On se refait pas, là, je monte une boîte avec les entrepôts. Et donc c'est globalement c'est l'équivalent. Ce qu'on va faire, en fait, c'est l'équivalent d'Amazon Web Service, mais avec pour des marchandises physiques. Donc j'ai un entrepôt, j'en ai un quart de dispo pendant un quart de l'année parce qu'en fait il se trouve que j'ai un produit saisonnier que je ne stocke qu'en hiver ou qu'en été. Exactement. Et toi je te dis bah tiens de septembre à janvier j'ai mon entrepôt qui est libre, est-ce que tu as des trucs à stocker dedans? C'est ça a commencé comme ça, c'est vraiment comme je suis pisciniste, les installations de piscine se font entre mars et juin, parce que tout le monde se dit tiens je vais me faire une piscine, enfin tout le monde. Comme la clim quoi. Voilà, comme la clim. Pas en janvier généralement. Pareil, les maillots de bain, enfin bref, il y a plein d'industries hyper saisonnières et ça fait pas forcément sens d'acheter un entrepôt ou de signer un bail 369 là-dessus. Par contre, travailler avec un prestataire logistique, un entrepôt professionnel qui va être capable de stocker ma marchandise et de l'expédier derrière, ça fait quand même du sens, c'est la flexibilité. Et ça, nous, ça a commencé parce que c'est dans la famille, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal d'espace de libre dans les entrepôts de l'entreprise familiale. Et en regardant à plus grande échelle, on a interviewé des dizaines et des dizaines d'entreprises de stockage et de prestataires logistiques. Et en fait, il y a plus de 25% de la surface de stockage en France qui est pas utilisée. Donc on s'est dit, tiens, il y a un moyen d'aller les aider. Et de l'autre côté, c'est la même chose chez les industriels. Eux aussi ont 25% de leur surface de stockage qui est inutilisée en moyenne lycée tout au long de l'année. Mais il y a quand même certains moments où où l'entrepôt déborde totalement et ils n'ont plus de place. Enfin, il y a plein de moments comme ça. Ouais, donc tes clients deviennent tes fournisseurs et redeviennent tes clients qui redeviennent potentiellement. Si ça déborde, ils ont des besoins chez toi en plus, alors que c'est eux qui t'offrent des choses. Exactement. D'accord. Passionnant. Et c'est sachant qu'il y a quand même un énorme sujet logistique, parce que la logistique a été révolutionnée ces 20 dernières années. C'est incroyable. On parle du dernier kilomètre, mais de toutes les... Il y a de plus en plus de choses qui se font en proximité des grandes agglomérations, à l'intérieur des grandes agglomérations. On en parle. Il y a un super épisode du panier, le podcast qui est animé par mon associé Laurent, pour les e-commerçants, qui est avec un type qui s'appelle Michael Lévy, qui a monté Delivery, et qui explique que lui, il pense que dans l'avenir de la logistique, je sais pas si tu travailles là-dessus, mais il y aura de plus en plus voire plus que dans l'avenir, même dans le quotidien déjà, il y a de plus en plus de mini points de stockage à l'intérieur des villes, quoi. T'as même un bateau là sur la Seine, un bateau entrepôt. J'en ai vu un pour Franprix, non? Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Près de la Tour Eiffel. Ouais, je vois très bien. Ils ont lancé ça. Je trouve ça génial comme initiative. Parce qu'en fait, c'est qu'un entrepôt. Ils viennent pas. Ils se baladent pas en. Il arrive. Alors, ça, je saurais pas dire sur le détail. Mais c'est le concept. C'est que tu stockes de la marchandise sur un bateau, parce qu'en fait, dans une ville, t'as de moins en moins de place et que tu dois toujours faire. C'est un choix des politiques. Qu'est-ce que tu fais de tous les espaces souterrains que tu as sous Paris? Est-ce que tu veux en faire des entrepôts? Est-ce que tu veux en faire des parkings? Est-ce que tu veux en faire des lieux de vie ou, je sais pas, des urban football? Là, vous me faites quand même... Il se trouve qu'en dessous de ce bureau, j'ai eu l'opportunité, j'avais acheté 10 parkings. Vraiment, j'avais fait un super coup. Et puis je me suis dit, je me posais plein de questions. Attends, le parking, c'est bien, mais quand même, c'est la fin de la voiture dans les agglomérations. Mais il y aura peut-être du stockage, mais je sais pas, etc. En fait, il se trouve que c'est des box, c'est pas des parkings, donc ça se ferme. Et tu te dis, attends, et à un moment, je me suis dit, attends, je préfère, j'en ai largué 8, je les ai revendus 7 sur les 10, dans l'année qui a suivi, en me disant, attends, au moins, je fais ma plus-value, ou en tout cas, je me rembourse. Et tu vois, je me dis là de plus en plus, peut-être que j'aurais dû les garder pour des problématiques de stockage de proximité. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, écoute, moi, nous, on est spécialiste du stockage industriel plus que ce stockage-là. Mais c'est hyper compliqué parce que les villes vont continuer à grossir, je pense. Du coup, tu auras de moins en moins de place dans les villes. Donc, du coup, tout ce qui est en première périphérie, est-ce que tu as envie d'en faire des entrepôts ou est-ce que tu as envie d'en faire des logements? Après, c'est des politiques aussi de taxes de la part de la mairie, parce que voilà, il y a une logique évidente au fait que tous les entrepôts sont regroupés au même endroit. Quand tu passes sur l'autoroute, le long de l'autoroute, là tu vois souvent pas mal d'entrepôts. Pourquoi est-ce qu'ils sont tous au même endroit dans des tout petits villages et dans des zones qui sont un peu
qui étaient des champs avant, qui étaient des champs ou des villages où il y a peu d'entreprises qui vont s'installer. C'est parce qu'en fait, les zones dans lesquelles les entrepôts sont des zones où il y a moins de personnes qui sont capables de payer des impôts élevés. Et donc, du coup, c'est des taxes qui vont être prises sur les entreprises et sur les entrepôts qui sont là, et inversement. Ça rapporte plus d'argent. Ça crée un peu d'emploi, j'imagine. Exactement, ça crée un peu d'emploi. Pas beaucoup, au mètre carré, ce genre de truc-ci. Pas énormément, mais ça draine de très très loin. Parce que dans un entrepôt qui fait de la préparation de commandes pour le e-commerce, tu peux avoir plusieurs centaines de personnes. D'accord. Je pense au cas Amazon qui est un cas extrême, mais tu as plusieurs centaines de personnes parfois qui peuvent travailler. Et du coup, c'est quoi ton entrepôt type ? Alors, nous, on fait vraiment tout type d'entrepôt. C'est plutôt... En fait, nous, on travaille des marchandises qui sont sur palette. Parce que toutes les marchandises qui sont autour de nous, là, même dans cette pièce, elles ont été à un moment sur une palette avec d'autres marchandises. Et c'est comme le conteneur, c'est vraiment le standard en logistique qui permet de bouger les marchandises. Et donc nous, tout ce qui est sur... Une palette, c'est une sorte d'unité. Je veux dire, tu sais, la palette, c'est une taille standard. Ouais, il y a plusieurs tailles. Et la taille standard, c'est en Europe, ça s'appelle la palette Europe. C'est 80 cm sur 120 cm de large. D'accord. Là, on rentre dans des spécificités et des choses très précises. Et la hauteur, c'est la hauteur, ça varie. Ouais, ça varie parce que tu peux mettre des produits dessus. T'as un max quand même. T'as un max en termes de poids. En général, t'essayes de pas dépasser une tonne en termes de poids, mais ça peut monter jusqu'à 2,50 m de haut. Enfin, tu vois, quand tu vois les camions sur l'autoroute, imagine-toi que tu peux avoir une palette en hauteur. Donc ça peut monter, peut monter assez haut. Donc toi, ton unité de mesure, c'est la palette. C'est la palette. Et aujourd'hui, on a un peu plus de 15 000 palettes qu'on stocke. Ce qui fait, tu vois, tu me demandais ce que c'était là aujourd'hui moyen. En ce moment, on a 15 000 palettes stockées qui tournent, mais ça fait un peu plus de 3 entrepôts de taille moyenne. D'accord. C'est 5 000 m² un entrepôt en moyenne. Ok. Et donc toi, ton but, c'est de stacker, enfin d'en avoir de plus en plus. Alors ça tourne évidemment parce que c'est pas fait pour rester. A priori, les entreprises qui ont des palettes, c'est de l'immobilisation, donc ils doivent s'en débarrasser le plus vite possible, idéalement. Exactement. Mais toi, ton objectif, c'est de passer de 15 à 30 000 palettes, de gagner au mois de plus en plus de palettes stockées. Ça c'est la KPI qu'on regarde, enfin la statistique qu'on regarde tous les mois, enfin toutes les semaines, et qu'on essaye de faire augmenter. Et c'est quoi le prix de stockage pour une palette ? Ça c'est hyper variable et c'est assez marrant. On a essayé là on fait un petit algo qui essaie de comprendre un peu tout ça parce que c'est lié au prix de l'immobilier. Au crédit que tu as pris pour acheter ton entrepôt. Est-ce que en quelle année tu as acheté ton entrepôt, à combien étaient les taux, est-ce que tu es à la fin ou au début de ton remboursement. Ça dépend aussi du coût du coût de la masse salariale que tu vas avoir. Si tu es dans une zone où le travail vaut plus cher, du coup forcément la manutention va coûter plus cher. Il y a pas mal de petits paramètres, mais ça va varier entre 4 € par mois pour stocker une palette à 50 € dans des zones ultra tendues sur des produits ultra précis. D'accord. Et ça va du mobilier, des chaises sur lesquelles on est assise, jusqu'à des glaces. Donc si je dois faire une sorte de mini ratio, t'es je sais pas, entre 100 et 150 000 € de chiffre d'affaires par mois, à peu près, un peu plus, d'accord. Et donc c'est pas mal déjà. Ouais, c'est génial. Sachant que là-dessus, tu en reverses combien à la personne qui a l'entrepôt ? Ouais, alors c'est un taux qui est variable et nous on prend entre 12 et 20%. D'accord. En fonction. Pourquoi c'est variable ? S'il y en a un qui t'en loue beaucoup, tu lui donnes un peu plus. Ouais, c'est ça, c'est en fonction de la taille. C'est en fonction de la taille du stockage. Nous, notre objectif, c'est vraiment d'aller aider les entrepôts à se développer et en même temps d'aller aider nos clients à trouver les meilleures solutions de stockage. Et juste nous, on a une commission classique qui est à 15%. Et on est prêt parfois on la baisse pour faciliter le travail avec les entrepôts. Parfois, on l'augmente quand l'entrepôt nous le permet aussi. Il y a aussi parce que c'est vraiment un métier très humain. C'est vraiment la relation humaine. C'est marrant parce qu'on dirait pas du tout. Enfin, tu vois. C'est des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. C'est vraiment le travail d'une vie parce que ça demande beaucoup de capitaux au début pour lancer son activité. C'est des gens qui ont commencé en général par faire du transport. Donc, tu vois, c'est la culture de la route, la culture. Et c'est des gens qui sont très fiers parce qu'ils prennent des marchandises physiques, ils travaillent avec des grandes marques et personne ne le sait. Mais eux, ils ont eu des palettes d'iPhone ou des palettes de je sais pas quel produit dans leur entrepôt et ils en sont fiers, tu vois, quand ils disent
qui l'ont fait. Et ça, comment ça se gère? Du coup, tu reçois typiquement, moi j'ai des palettes à te faire stocker. C'est mon transporteur qui te les dépose sur un quai ou je sais pas où. Et toi après tu la stockes et tu te débrouilles. C'est pas parce que tu pourrais avoir des problèmes de voisinage entre guillemets quoi. Non. Ouais, non. Là, c'est en fait comme tous les entrepôts sont dans des zones logistiques. Nous, on travaille avec des transporteurs. C'est très normalisé. C'est très normalisé. Tout est vraiment très cadré. C'est vraiment, c'est ce que je disais justement à ton associé en arrivant. François, qu'on embrasse. François. Et les chaînes logistiques, c'est un peu comme un problème mathématique. Enfin, c'est la comparaison que fait mon associé Quentin, qui est ingénieur. Il me dit quand tu as une chaîne logistique qui tourne parfaitement, c'est un peu comme quand tu étais à l'école et que tu arrivais à trouver la solution à un problème mathématique et tu as une espèce de satisfaction intellectuelle qui est géniale. Sauf que tu as tout le temps des problèmes dans les chaînes logistiques. Tu as tout le temps quelque chose qui casse, tu as tout le temps un retard, tu as tout le temps plein de choses comme ça. Un accident sur la route. Exactement. Je sais pas, de la neige, des choses comme ça. Et donc du coup, que nous, on soit capable de leur apporter une solution parce qu'aujourd'hui, on a le réseau le plus dense en France d'entrepôts. On a plus de 2500 entrepôts sur le territoire. Donc, quand tu fais le calcul, ça fait un entrepôt tous les 30 km quand même sur le territoire français. Bah, tu es capable de les aider en une demi-heure, de trouver une solution à tous leurs problèmes logistiques. Et donc, quand tu es un as de la chaîne logistique, de la supply chain, et que tu arrives et que tu vois ton petit problème qui sort un petit peu de tout le beau modèle que tu avais pensé, arriver à pouvoir le faire re-rentrer directement sans tout casser, ça, c'est assez génial. Est-ce que tu connais le problème du voyageur de commerce? Non. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un truc, je crois, assez connu chez les ingénieurs. En fait, c'est et c'est vieux, hein. C'est un truc en fait je crois qui a jamais été vraiment résolu. Je sais pas si c'est réellement solvable. En fait, c'est assez drôle parce qu'au début tu te dis non mais c'est assez simple. En gros, je crois que c'est l'histoire à l'origine vient d'Allemagne, je crois. Et l'idée c'est de dire comment un voyageur de commerce, donc un représentant qui doit faire un tour avec des marchandises pour les vendre, il part d'un point A, il passe par B, C, D, E, F et il revient à A. Quel est le chemin le plus optimal pour voilà. Et en fait il n'y a pas de solution. En tout cas, elle n'est pas trouvée réellement. Tu as tellement de paramètres, tellement de choses qu'en fait, c'est très compliqué. Et j'imagine qu'en effet, tu peux te dire, quand je t'écoute, tu vois, je me dis, mais c'est vrai que c'est fantastique parce qu'en termes de stockage, tu peux avoir un intérêt à te dire plutôt que de tout stocker au centre de la France. Exactement. Parce que c'est bien stocké au milieu et que c'est près de tout, finalement c'est l'endroit le plus je veux plutôt stocker à 8 endroits différents. Exactement. Mais pourquoi 8 et pas 24 et pourquoi 24 et pas 48? Parce qu'en fait j'imagine que tu as le prix du transport qui est hors de prix aussi comparativement le coût d'immobilisation de la marchandise et donc du coup tout ça c'est pareil, j'imagine relativement insolvable en fait. C'est relativement insolvable. Après, il y a des... mais tu offres des solutions. On offre des solutions. Il y a des petites étapes qu'on peut prendre quand même. Et ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a décidé de se lancer dans Spacefield. Parce qu'au début, l'intérêt, il est de mettre de la visibilité un petit peu sur un marché qui est assez opaque et assez peu digitalisé. Mais en fait, à partir de ce moment-là, à partir du moment où tu as la visibilité sur tous les espaces de stockage qui sont disponibles, à partir du moment où tu as une relation de confiance avec des prestataires, des entrepôts qui travaillent bien et tu sais quel type de marchandises ils vont être capables de gérer, en fait, quand tu as une grande entreprise ou même une PME qui va dire bah voilà, moi j'ai de la marchandise que j'importe de je sais pas quel pays qui arrive au port du Havre et je veux la distribuer dans 10 villes françaises. J'ai prévu de mettre mon entrepôt. Je sais pas si pour ceux qui ont fait une terminale S, les calculs de barycentre, voilà, ça sert à savoir où est-ce qu'on va implanter un entrepôt entre autres. Je vais mettre mon entrepôt dans, je sais pas, à côté de Lyon parce que ça va me permettre de distribuer plus facilement toute la France. En fait, ce qu'on voit moins, c'est tous les coûts de transport, c'est tout le temps de livraison qu'on va mettre et les émissions de CO2. Parce que ça, c'est super important. L'industrie des transports, c'est comme une industrie qui produit le plus de CO2. Et ça, je pense qu'on est une génération qui est pas mal... Après les centrales à charbon, je crois, j'ai entendu ça ce matin. Exactement. Qui est pas mal touchée par ça. Et nous, avec Spacefield, dire passer de 1 à 3 centres de stockage, en fait, ça diminue de X% vos coûts de transport et de X% vos émissions de CO2. Et donc là, vous avez un impact qui est beaucoup plus important
sur l'expérience client. On va pouvoir les livrer plus vite, on va pouvoir les livrer mieux. Ça va peut-être vous coûter 5% de plus en termes d'immobilisation de stock, mais vous allez vraiment pouvoir réinventer votre logistique. Parce qu'aujourd'hui, tu mets des gens super intelligents pour améliorer, mais de manière incrémentale, les chaînes logistiques qui ont été mises en place sur des dizaines d'années. Donc, tu as un réseau qui a déjà été fait par des grands retailers ou des grands industriels et qui disent « Ok, on a ce réseau, on a ce cadre et on va améliorer les flux à l'intérieur. » Sachant que j'imagine que là-dessus, sans rentrer dans le détail des réseaux neuronaux et de l'intelligence artificielle et des choses comme ça, j'imagine que l'impact de ce genre de technologie va être assez massif dans le sens où... pour régler ce type de problème, justement, quand tu es à Lyon, c'est bien, ça paraît central, mais en fait, est-ce que c'est les meilleures routes, autoroutes, moyens de transport, trains, etc. Est-ce que c'est vraiment le meilleur truc si l'essentiel de tes commandes sont faites à Bordeaux ou à Biarritz, enfin voilà. Et tout ça, en plus en analysant la saisonnalité, le nombre de, les probabilités, etc. J'imagine que c'est assez passionnant. Et là-dessus, évidemment, une des premières questions que je me pose, moi, et je pense que tu te l'as posée 20 000 fois ou on te l'a posée 20 000 fois, c'est à un moment, tu vas avoir tes propres entrepôts. C'est pas forcément dans le plan. D'accord. C'est pas forcément dans le plan parce que un entrepôt, ça vaut très cher. Donc, il faut énormément de capital pour le mettre en place. Ça se trouve. Mais est-ce que c'est là où tu crées de la valeur? Je sais pas. C'est pas forcément là où on crée de la valeur en plus aujourd'hui. Aujourd'hui, la marge est faible, j'imagine. La marge est assez faible, mais c'est beaucoup plus intéressant. En fait, si on, à partir du moment où on prend notre propre entrepôt, on inverse notre proposition de valeur. On essaie de rapporter uniquement de la valeur à nous, et on n'est plus en train d'essayer d'optimiser pour notre client. Pour mes fournisseurs. Ouais. Parce qu'en fait, c'est la logique qu'il y a eu dans la logistique depuis le début. C'est qui va avoir le réseau. Et quand tu as un client, tu essaies de le faire rentrer dans ton réseau à toi. Évidemment, et alors après, évidemment, une fois que tu le fais, tu t'en défends en disant « Ah non, vraiment pas ». C'est toujours un peu... J'avais eu cette discussion, me semble-t-il, avec Clément Alteresco qui a monté Bureau à partager, qui eux ont eu après... donc sont partis d'un côté sur la partie techno, qui est de dire « Ok, nous, on met à disposition de notre techno pour les gens qui ont des open space, enfin des offices partagés, des bureaux partagés, et la partie IMO, qui est soit la prise de baux, soit l'achat immobilier pour avoir leur propre bureau. Et là-dessus, y a un moment, en effet... tu proposes aux gens de venir sur bureau à partager, tu payes pour être sur bureau à partager, puis tu te retrouves en concurrence avec les bureaux de bureau à partager, ce qui te pose un problème finalement. Mais la tentation, j'imagine, est toujours un peu forte parce que il y a notamment des solutions que tu dois pouvoir donner. C'est-à-dire que si moi j'aimerais bien que tu me dises, par exemple, là, tu vois, Mathieu, dans ce coin-là, j'ai un manque criant d'entrepôt. Et je suis sûr que tu as des zones blanches. On a des zones blanches. Et me dire, je suis sûr qu'il y aurait des gens qui me diraient ouais, viens, je viens avec toi, Mathieu. Et puis dire bah ok, nous on investit, on achète, on crée un entrepôt, ou 2 ou 3, parce que je sais que derrière tu vas quasiment pouvoir me garantir du business dedans. Ouais, mais nous on a plutôt intérêt à travailler comme ça, en partenariat avec les prestataires logistiques et les transporteurs qui opèrent aujourd'hui des entrepôts. Je suis prestataire logistique et transporteur, tu le savais? Non, je ne savais pas. Moi non plus. C'est une opportunité que... d'accord, donc s'il y en a qui nous écoutent, qui le sont, je prends 5%. Ils te contacteront. Non, mais c'est vrai, j'imagine que ça peut créer pas mal d'opportunités. Ouais, ça peut... on a plein d'idées, forcément, on s'est posé la question. Et en fait, on se rend compte que ce serait resté dans le modèle qui a toujours été le même. C'est j'ai 10 entrepôts, je vais signer à un client, je le fais rentrer dans mes entrepôts à moi, dans le réseau que j'avais imaginé. Et en fait, tu fais un choix qui est optimisé un optimum en entre-deux. Excuse-moi, je m'exprime pas très bien. C'est pas... Si, ça va, je te rassure. Mais en fait, tu vas pas essayer d'imaginer la meilleure solution pour le client de manière théorique qui va pouvoir se mettre réellement en pratique. Ça, c'est un peu un raisonnement parce que je suis entouré de 2 ingénieurs au quotidien qui bossent avec moi. C'est pour ça que tu sais plus parler. C'est pour ça que je sais plus parler. C'est méchant, c'est pas vrai. J'ai plein d'ingénieurs, ils savent très bien parler. Je prie de m'excuser pour cette faute grave. Mais avoir un entrepôt tous les 30 km, et aujourd'hui en France, demain en Europe, ça nous permettra vraiment de dessiner les solutions logistiques les plus intelligentes pour nos clients.
Alors il y a un truc que t'as pas du coup si t'as pas tes entrepôts, c'est tu vois, hier on a croisé, je crois que tu le connais, qui est passé au bureau, le fondateur de Trusk, qui est arrivé Thomas, qui est arrivé avec sa veste Trusk hyper flashy, etc., qui était trop belle d'ailleurs, vraiment super chouette. Toi, tu peux pas brander tes entrepôts si non. Et ça, c'est dommage parce que j'imagine que si tu pouvais voir un peu du space fill, va falloir un moment que tu négocies ça avec pour mettre des gros space fill sur les entrepôts qui sont en bord de route, parce que je pense que ça pourrait te faire une belle promo, non? Ouais, on y a pensé, ce serait sympa. Après, on trouve que on aide les petites entreprises de transport et de logistique. Les entreprises familiales, tu vois, moi, ça me parle beaucoup parce que on a une entreprise familiale, je viens de là, et tu as des gros prestataires logistiques, des boîtes comme XPO Logistique, FM Logistique, qui sont des boîtes très très grosses et qu'on en voit plein de camions comme ça. Nous, aller aider la PME familiale régionale qui a 2 entrepôts, qui fait 2-3 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est le père puis le fils qui a repris, etc. Ça nous plaît. Ça nous plaît de les mettre en avant auprès de nos clients aussi. Et du coup, tes concurrents, en effet, c'est des acteurs plus traditionnels qui ont leurs propres entrepôts à eux, qui stockent dans le monde entier. Alors ouais, on se bat contre les gros, forcément. XP Logistique, FM Logistique, même les plus gros. Hein, mais en fait, c'est ça, ce qui est assez drôle, c'est que c'est à la fois nos concurrents, à la fois nos partenaires. Parce que parfois... Tu vas louer de l'espace chez eux ? Parfois, on bosse à l'échelle de l'entrepôt parfois avec eux. Et puis même eux, parfois, ont besoin d'avoir la capacité de stockage additionnelle. Et donc, ils font appel à nous. Donc du coup, on est plutôt complémentaires avec eux parce qu'on n'est pas sur les mêmes typologies de besoins. Et du coup, c'est quoi ta course maintenant ? En fait, t'as une sorte de loi de l'offre et de la demande, mais il te faut un max d'offres, en fait, déjà, j'imagine, avant de faire de la demande. Donc, ta course, c'est de signer de plus en plus d'entrepôts en France, uniquement pour l'instant ? Oui, moi, il y a deux choses. Il y a un, c'est arriver à créer de la confiance avec les entrepôts pour pouvoir développer notre réseau, parce que c'est un métier logistique qui est dur, et quand tout va bien, c'est considéré comme étant le cycle normal d'une chaîne logistique. Et dès qu'il y a un problème, la confiance avec le prestataire logistique peut être remise en question. Et c'est exactement ce que disait Michael Lévy sur cet épisode. Il dit, même si tu es à 99,5% ou 9% de trucs qui se passent bien, et ben, le 0,1%, le 0,2%, 0,5%, alors surtout chez les petits clients, chez les gros, ils voient bien, mais chez le petit client, si ça arrive une fois par an, il peut limite te larguer en te disant mais c'est de la merde ton truc. Ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, j'ai des marchandises qui valent X centaines d'euros et tu viens de m'en perdre une palette complète. Mais attends, mais tu te rends pas compte de ce que c'est des clients qui sont pas contents. Moi, j'ai des problèmes ensuite. Alors, je vais me faire rembourser par mon assurance, certes, mais je dois refaire une autre commande. Enfin, bref, c'est plein de problématiques derrière auxquelles on pense pas forcément et qui peuvent remettre en question toute une relation de client-prestat en cause. Mais donc, ouais, tu dis que tu as combien de partenaires, combien d'entrepôts aujourd'hui ? 2500. 2500 en 14 mois. Ouais, c'est ça. Donc, tu en auras 5000 dans un an. On en aura, je pense qu'on en aura un petit peu plus. Après, on a différents niveaux forcément de partenariat. Il y en a qui sont juste référencés sur notre plateforme. Il y en a d'autres avec qui on a de la visibilité même sur leur disponibilité quasiment en temps réel. C'est ça ce que j'allais te demander, parce que est-ce qu'aujourd'hui tout ça est standardisé ? Tu as ce que tu appelles des API, des web services, des choses comme ça qui te permettent de savoir s'il y a de la place maintenant, aussi si c'est booké sur l'avenir, parce que j'imagine que de temps en temps, là tu as de la place maintenant, mais dans 3 semaines ils en ont plus, donc tu as juste un slot de 2 semaines. C'est pour ça qu'il faut qu'on crée de la confiance avec eux, parce que ces informations, c'est des informations qui sont importantes pour leur business. Et donc eux, le fait qu'ils la partagent avec nous, il faut qu'on arrive à leur faire comprendre déjà, que n'importe qui ne va pas y avoir accès. Et deuxièmement, que c'est notre algorithme, ça va nourrir notre algorithme pour pouvoir dire, premièrement, cet entrepôt, il a déjà géré je sais pas quelle entreprise, il sera capable, on va dire la Fnac, il sera capable de gérer Hachette. Et ensuite qu'il a la disponibilité pour le faire. C'est un marché quand même sur lequel tu peux rentrer un peu au début. Je sais pas comment vous êtes rentré au tout début, mais en mode un peu... excuse-moi de l'anglicisme, mais du fake it until you make it. Je veux dire, tu as 40 entrepôts, 100 entrepôts avec 2-3 partenaires, 10 partenaires. Tu as quelqu'un qui cherche de l'espace, tu t'appelles Besançon ou Bordeaux ou je sais pas moi, tu vas à Amiens et puis tu appelles à Amiens, tu dis tiens, t'as de l'espace pendant 3 semaines pour 4 palettes, oui, très bien, tu rappelles l'autre et puis c'est fait. Génial, ouais, c'est ça. Exactement comme ça qu'on a commencé. Et après, ça devient chiant parce que j'imagine que
tu commences à avoir pas mal de demandes, que ça fait trop de coups de fil, etc. Mais c'est encore géré comme ça en partie ou... C'est encore géré comme ça en partie. De toute façon, parce que nous, je t'ai dit, c'est de l'humain. C'est de l'humain. Donc on parle avec les gens, on connaît, je sais pas, Thomas de tel entrepôt à Lille, Jean à Marseille. Enfin bref, c'est ça qui est sympa aussi. C'est ça qui fait que les commerciaux chez nous s'éclatent un petit peu, c'est qu'ils connaissent les personnes. Mais on a vraiment commencé comme ça. Spacefield, il y a au mois de mars 2018, on a participé au plus grand salon de la logistique. Alors ils vont pas être contents de savoir ça. Mais on n'avait pas créé l'entreprise et on a exposé comme si on était une vraie entreprise. Ouais, tu fais ça et après, c'était vraiment marrant. On avait un fichier Excel avec 50 entrepôts et quand on nous appelait pour nous demander si on avait de l'espace, on appelait tout le monde dans la région et on demandait si ça le faisait et on a construit ça. Sachant que brique par brique. J'imagine que si on te demande, en plus dans cette presta, c'est toujours les bons petits enseignements que j'aime avoir, mais dans un endroit où t'as pas d'entrepôt, généralement tu peux dire oui, je vais me débrouiller, et puis t'en trouves un, parce qu'en fait, si t'en appelles 4, il y en a un qui va te dire oui, j'ai de l'espace pendant 3 semaines, il a pas de raison de te refuser 4 palettes. Quoi. Ouais, c'est ce qu'on a fait. Donc ça te permet de le signer en plus. C'est hyper vertueux. Ouais. C'est hyper vertueux parce que en plus, c'est le fait de montrer patte blanche. C'est d'arriver avec un entrepôt en lui disant écoute, j'ai un client pour toi, est-ce que ça t'intéresse ? D'accord, mais avant ça, il faut que tu passes telle étape. Et c'est où la limite ? Si je te dis, j'ai besoin de 4 entrepôts à Varsovie, Cracovie, et puis Mysłowice et Katowice, je connais 4 villes en Pologne, voilà. Je l'ai prouvé. Tu me dis oui ou tu me dis non, la Pologne, je fais pas ? Aujourd'hui, la Pologne, on fait pas. Mais demain on fait. Mais la Pologne c'est un marché qui est en explosion. J'ai pris le bon marché, tu vois. T'as choisi vraiment le bon marché. Le gut feeling. Et en plus il y a plus de place dans les entrepôts du tout, donc on a une petite carte à jouer. D'accord. Mais on va créer des entrepôts en Pologne. On va faire pas mal de choses en Pologne. Mais ouais, c'est le but. Là aujourd'hui on peut aider France, Belgique, Suisse, un petit peu d'Allemagne, mais on essaie de limiter. Parce que déjà, on est un peu effondré sous la demande qu'on a et on essaye de se débrouiller pour y répondre. Donc, mettons que tu fasses 150-200 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Ouais. Tu fais 15% de marge en moyenne. Ça fait 25-30 000 euros de marge brute. Derrière, tu as des coûts importants de personnel. Vous êtes 15, c'est ça. Donc, t'es pas rentable, a priori. Non. T'es financé comment aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a levé des fonds l'an dernier. Ok. Auprès d'un fonds allemand, un fonds de VC allemand. D'accord. Qui a parmi ses investisseurs plein d'industriels, de gros industriels allemands, parce que le cœur de l'industrie européenne, ça a été l'Allemagne quand même, et puis c'est toujours un gros centre logistique et industriel. Et après, Kima Ventures, donc Xavier Niel. Et ça, c'était le premier tour. Ça, c'était le premier tour. Combien ? 1 million d'euros. D'accord. Ouais, c'est un beau seed. 1 million d'euros. Ouais, on a vraiment eu beaucoup de chance. En fait, c'est vraiment des rencontres avec des gens où on se rend compte que ça fonctionne quand on parle, qu'on parle la même langue, qu'on parle des mêmes problématiques, qu'on a la même vision. Non, tu parles pas allemand, en l'occurrence. C'est vrai. T'as pas fait ça, tu me l'as dit tout à l'heure. C'est vrai, moi j'ai pas fait allemand. Et personne n'a fait allemand en plus parmi nous, même les cofondateurs ingénieurs. D'accord. Mais même langue logistique. Et on a vraiment eu beaucoup de chance. Ouais. Et du coup, tu le crames beaucoup, ce pognon, enfin cet argent, pardon. On me dit que je suis vulgaire, j'essaye de me retenir. Ah oui, on est on essaie de le faire de la manière la moins rapide possible, parce qu'en fait à l'origine on voulait pas lever de fonds. On s'était dit on va monter une boîte, on va faire quelque chose de rentable le plus rapidement possible, et puis le modèle fait que en fait on signe un contrat le mois 1, ça rentre le mois 2 ou 3 et on est payé au mois 4 ou 5. Donc c'était un petit peu problématique au début, et on a eu cette opportunité là, et donc on y va vraiment. Ça s'est fait facilement, j'ai l'impression. En fait, la chance qu'on a eue, c'est qu'à chaque fois on a rencontré des gens et ça c'est incroyable. Enfin, ça a été mon plus grand apprentissage, je pense. C'est qu'il y a des gens qui aiment donner de leur temps, donner des conseils et aider des gens comme nous qui avons 24 ans à l'époque, qui savons rien faire et qui avons juste une idée et l'envie de se mettre à fond dedans. Et donc on a été entouré par Jean-Charles, Kurdali en est un. On a beaucoup été aidé par The Family aussi. D'accord.
vraiment, qui nous ont vraiment beaucoup aidés. L'incubateur HEC à Station F nous a énormément aidés. On a rencontré des gens géniaux là-bas qui tous nous ont donné des conseils de manière hyper bienveillante. Et ça a fait que ça a été hyper rapide. Ça a fait que ça a été hyper rapide parce qu'en fait, à l'époque, ça faisait 3 mois qu'on existait. On n'avait pas de produit. On avait plein de clients, par contre. Parce que nous, on s'est toujours dit, on veut pas monter une boîte qui n'a pas de clients. Ça, c'était vraiment... du fichier Excel qui tournait à régime. On s'en fiche de passer la journée de 8h du matin à 20h au téléphone. Par contre, s'il n'y a pas de clients, ça veut dire qu'on fait pas quelque chose qui va nous permettre de nous pousser à continuer. Et en plus, on n'arrivera pas à voir la finalité et l'impact qu'on aura au quotidien. D'accord. Ça, c'est super important pour nous. Et en effet, après, tu as quand même plusieurs options. C'est un peu l'idée de early stage, hein, mais de voir comment tu te projettes. J'imagine que tu as une option qui est de dire, bon, bah, finalement, on peut croître comme ça de manière assez organique. Et tu peux te dire aussi, je peux prendre l'Europe, quoi. Ouais, c'est ça. Voir plus, en fait. T'es dans quelle démarche, toi? Nous, on est plus en mode Europe. Ouais, donc faut aller vite. C'est ce que je veux dire. Il faut le cash et faut lever une deuxième fois, j'imagine, du coup. Il va falloir. Ok. C'est en cours? On est en train de discuter là. Ok. En fait, c'est juste qu'on se dit, aujourd'hui, on aide des entreprises françaises à trouver du stockage en France. On a un site qui est uniquement en français. Il va bientôt être en anglais. Et on a déjà des clients étrangers. On a 10% de nos clients qui sont des clients étrangers qui nous trouvent, qui font Google Translate sur notre site et qui nous appellent. Et on a quelqu'un en polonais qui nous appelle et qui parle à moitié anglais. Et ça, c'est génial parce qu'on voit qu'on a un véritable impact pour d'autres boîtes étrangères. Et on se dit, plus notre réseau va être étendu sur différents pays avec différentes langues, plus on va pouvoir aider des entreprises venant de partout à trouver des espaces de stockage en France. Parce que la complexité est beaucoup plus forte quand tu passes les frontières et quand tu dois chercher non pas un stockage à côté de Paris et que toi tu es une entreprise à Paris, mais 4 stockages, un à Katowice, un à Berlin, un à Paris et un à Milan. Et ça, l'impact qu'on aura, et ça c'est ça qui nous pousse au quotidien à continuer, l'impact sera beaucoup plus important et en termes d'impact sur les transports aussi. J'ai un peu insisté tout à l'heure sur les émissions de CO2, mais moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. L'impact qu'on aura là-dessus, à l'échelle européenne, sera beaucoup, beaucoup plus important. Et donc, on se dit que si on ne le fait pas nous, quelqu'un le fera demain. Et on est hyper excités. Ouais, et là-dessus, en plus, j'imagine que tu peux quand même le dédoubler de... c'est pas votre plan, il y a peut-être d'autres gens qui font ça, c'est peut-être, je sais pas si c'est le métier de trust que je connais pas exactement, mais en tout cas de se dire que si tu couples ça avec une deuxième qui gère du transport, mais bien pareil, de manière intelligente sur des trajets plus courts, plus optimisés, etc., avec plus de palettes par camion qui vont dans le même entrepôt et qui se redispatchent plus intelligemment. Parce que moi, je l'ai vécu un peu en faisant... sur une période quelques business où on importait des produits, alors c'est principalement de Chine, c'est eu plusieurs trucs, des déguisements, des bracelets, des choses comme ça avec des partenaires, et on voyait par exemple que tout, à l'époque nous on faisait tout venir par DHL, et tout DHL, je sais pas si c'est toujours le cas, mais il y a quelques années, en gros le centre logistique c'était, j'allais dire Karlsruhe, mais non, c'est en Allemagne, ça va me revenir. Et en fait, c'était un peu l'équivalent de ce barycentre européen. C'est-à-dire que au début, il se trouve que les partenaires avec qui je bossais étaient en Angleterre et ils avaient leur stock en Angleterre, ce qui était une méga connerie parce que faut traverser la Manche. Et en fait, quand tu as ton stock dans cette espèce de barycentre européen, tu arrives à livrer en overnight dans toute l'Europe. Donc, c'est-à-dire que si tu commandais le matin avant 11h, le lendemain, tu recevais ton déguisement. Ça, c'est fantastique. C'est incroyable. Mais en termes d'émissions CO2, c'est pas terrible non plus. Alors, et en effet, si tu as 8 stocks dans toute l'Europe, voilà, après, ça coûte 8 stocks. En fait, ça, c'est accessible uniquement à des gros. Et en fait, ça te fait un marché qui va être dominé uniquement par des gros comme DHL, UPS, qui vont avoir un réseau suffisamment important et un nombre suffisant de clients. Parce que pour faire partir des camions comme ça, qui soient pleins, en fait, il faut que tu aies pas une boîte, 2 boîtes, mais 50 boîtes comme toi qui fassent leurs commandes et qui fassent leurs commandes à Paris, mais à Marseille, mais à Nice, mais partout. Et donc ça, c'est la loi du plus fort à la longue. Et nous, on espère qu'on va pouvoir changer un petit peu ça.
Et ce serait absolument génial. C'est fantastique. Et c'est quoi aujourd'hui tes stress, tes nuits blanches, Mes principal stress, c'est de continuer à arriver à créer une équipe, enfin construire une équipe qui fonctionne bien, avec des gens qui non seulement sont heureux de venir le matin bosser avec nous, mais en plus grandissent aussi vite que nous on grandit et apprennent autant que nous on a appris. C'est quoi les gens de ton équipe? C'est une partie de gens qui vont donc chercher des nouveaux partenaires, des entrepôts, une partie de gens qui vont gérer les clients et une partie de personnes qui construisent le produit. D'accord. Aujourd'hui, la moitié de l'équipe, c'est produit et tech, et l'autre moitié de l'équipe, c'est toute partie commerciale. Et une fois que tu as passé cette phase de fake it until you make it, il y a des transactions qui se font, des bookings qui se font dans des entrepôts sans qu'il y ait d'humains qui soient... Non, là aujourd'hui, il n'y en a pas. On le fera pas, je pense, avant les 18-24 prochains mois, pour plein de raisons. Mais déjà aujourd'hui, parce que les entrepôts n'ont pas cette culture-là, et on ne veut pas leur imposer. Nous, on est là pour les aider à avoir plus de clients, à s'équiper avec des outils digitaux, et on veut qu'ils gardent la main toujours sur leur espace. Après, sur des plus petites demandes, tu me parlais de 4 palettes, nous un volume moyen c'est entre 200 à 500 palettes, donc c'est vraiment des millions d'euros de marchandises à chaque fois, donc c'est une sacrée responsabilité. Mais sur des plus petits besoins, des plus petites entreprises, là, faire du instant booking comme sur Airbnb, c'est quelque chose qu'on pourra faire dans un futur un peu plus lointain. Ouais, ce qui n'est pas forcément... Tu vois, nous, dans une boîte qu'on a créée, on a ici un startup studio, une boîte qui s'appelle Ocus, désormais, qui s'appelait WeFlash, qui fait des shootings photos en masse. Une des premières choses qu'on a développées, c'était qui coûte très cher à développer en fait, et c'était une connerie, mais on t'apprend. C'était finalement une sorte de self-serve, donc tu pouvais arriver en ligne, te booker un photographe pour aller faire un shooting dans ton appartement pour les gens qui voulaient. Et en fait, le moment où on a explosé, on l'a quasiment abandonné ce truc-là. Je crois même qu'aujourd'hui, il est même abandonné complètement. C'est quand on a signé avec des gros opérateurs du type Century 21 et des gens comme ça qui vont en fait te commander du 12 000 shootings par an. Et en effet, c'est quand même, c'est pas facile, mais c'est plus facile d'aller signer un client comme ça qui va te prendre 12 000 shootings que 12 000 clients individuels, quoi, évidemment. Et du coup, tu te garantis tout ça. Donc, en effet, c'est important, je pense, de bien se concentrer sur le business at scale, quoi. D'accord. Et donc tes gros enjeux, gros projets, sinon? Les gros projets là en ce moment, c'est comment est-ce qu'on passe. Alors aujourd'hui avec Spacefield, tu peux trouver, réserver, contractualiser simplement un espace de stockage industriel en ligne. Donc juste pour revenir dessus. Contractualiser, c'est important. Ouais, contractualiser, c'est super important. On fait pas de la location, on n'est pas un broker immobilier. C'est une prestation logistique de stockage. Voilà. Et là, les gros projets, c'est comment est-ce qu'on arrive à passer après l'étape du matching et on peut faciliter le travail de nos clients avec nos fournisseurs au quotidien. Et ça, c'est super important parce que déjà, l'expérience que notre client va avoir avec un entrepôt va être décisive sur l'image que nous, on va avoir. C'est pour ça aussi qu'on a des process en amont pour onboarder nos entrepôts et être certains qui travaillent bien. Mais également, pour faciliter la vie des entrepôts avec lesquels on travaille et qu'ils aient envie de continuer à travailler avec nous. Et donc là, on est en train de travailler sur pas mal d'outils logiciels pour les aider à optimiser ça. Et ensuite, quand tu es un client et que tu as travaillé une fois avec Spacefield, avec un entrepôt de notre réseau, tu vas revenir dans 2, dans 3, dans 4, dans 5 entrepôts par la suite. Ouais. Et comment est-ce que tu fais pour gérer la complexité? Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se font via des simples fichiers Excel. Donc tu reçois 5 fichiers Excel pour tes 5 stocks différents dans 5 villes différentes, avec 5 personnes différentes dans chaque entrepôt qui te disent vous êtes à 55 palettes dans tel endroit, à 202 dans l'autre. Et la réconciliation prend énormément de temps, avec des formats qui sont tous différents, etc. Enfin, c'est vraiment à l'ancienne. Il y a même des entrepôts qui travaillent avec des fax. Je me moque d'eux gentiment, mais tu vois, c'est hallucinant et à la fois c'est très rassurant parce que ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de boulot pour accompagner des gens dans leur digitalisation, leur process, etc.
pour faciliter leur business, c'est intéressant dans ce que tu fais, dans ce que je fais, et donc la route est longue, quoi, c'est bien. Voilà. T'es donc, je fais des calculs à peu près grossiers, hein, mais t'es, je sais pas, on va dire dans une zone on va dire un trend de 2 à 3 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. L'année prochaine, c'est le double, c'est le triple, c'est quoi les tendances en fait? Si on est hyper ambitieux et qu'on arrive à avoir nos plans de développement, c'est le triple. D'accord. Donc tu peux vite aller taper un 10 millions. On pense que le marché est vraiment gigantesque. Ouais. Ça, c'est aussi la chance qu'on a, c'est que c'est un marché. Le marché de la logistique en Europe, c'est 1000 milliards d'euros. Donc c'est délirant comme taille de marché. Il n'est pas si fluide que ça. Il n'est pas si fluide que ça. Il y a plein d'entreprises. En fait, quand une entreprise travaille avec nous, aujourd'hui, on essaie de fournir une expérience client la meilleure possible. Il faut qu'on l'améliore. Mais du coup, elle a tendance à revenir avec nous. Donc chaque client, en plus, comme il y a beaucoup de bouche à oreille, en parle autour de lui. Donc on a de plus en plus de demandes qui nous viennent par des gens qui connaissent. Et là, on commence à avoir des plus grosses demandes aussi, des plus gros contrats. On connaît mieux nos fournisseurs. On a des outils qui nous permettent d'aller plus vite. Et donc de nous focaliser sur la vraie valeur ajoutée qui est comment est-ce qu'on va imaginer la supply chain grâce à la data et comment est-ce qu'on va fournir un service client qui va permettre de rassurer le client. C'est presque une petite prestation de conseil, on va dire. Les account managers chez nous, c'est quasiment des mini consultants en logistique. Il faut, j'imagine. Ouais. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment l'ambition, c'est qu'aujourd'hui c'est beaucoup de PME et de TI. On commence à avoir de plus en plus de grosses boîtes qui font appel à nous. Et il y a vraiment beaucoup de choses à faire et ça va être génial. Et sur les levées, donc que tu as levé 1 million, généralement on dit, c'est pareil, c'est grossier, mais c'est entre 20 et 30% de la valo totale. Donc la boîte était valorisée assez vite, 3-4 millions d'euros, quelque chose comme ça. Donc s'il y a une nouvelle levée, ce sera plus un montant aux alentours de 20, j'imagine, ou plus, ou tu sais pas? Pour l'instant, on ne sait pas, on est en train de discuter avec des fonds. Parce que une fois que tu as levé 1, tu vas pas relever 1. Tu vas aller chercher 5, non, bien 8, sûr, on va aller chercher quelque chose au-dessus. 15, tu sais pas. Non, quand même pas tout de suite. Parce qu'après, on est hyper ambitieux, mais il faut aussi connaître ses limites. Et tu as la scalabilité en termes de produits, mais après, tu as la scalabilité en termes de culture, d'équipe, de personnes que tu vas pouvoir qui vont pouvoir te rejoindre. Ouais, recruter 200 personnes par an, c'est compliqué. Voilà. Ça se fait, hein, mais... Ça se fait. Et nous, on se dit que si on va chercher trop haut, après, tu as une pression du résultat vraiment très forte. Enfin, tu vois, si tu lèves 15 millions, comme tu dis, ça veut dire que tu as une valorisation à 60, entre 45 et 60 millions d'euros. Enfin, on rentre dans des montants qui sont vraiment énormes. Et pour le tour d'après, il faut que tu fasses x10. Donc, il faut que tu aies une valorisation entre 200 et 600 millions d'euros en 18 mois. Donc, ça te met une pression de chiffre d'affaires qui est vraiment énorme. Et nous, on pense que c'est pas l'étape tout de suite qu'on va aller chercher. On va chercher un tout petit peu moins. Mais on a quand même de belles ambitions. Mais c'est des questions que tu te poses, en fait. Et là, on a eu la chance aussi de rentrer au Galion. Galion Project, qui a sorti sa nouvelle term sheet de série A hier. D'accord. Pour conseiller tous les entrepreneurs sur les termes de leur série A. Okay. Et là, on a été beaucoup aidé par des entrepreneurs. Alors, c'est un think tank d'entrepreneurs de la tech française, avec beaucoup de personnes. Ariane, c'est ça, Varlin, que je me trompe, non. C'est créé à l'origine par... Pardon, je t'en prie. Vas-y. Enfin, voilà, on a tous les deux un blanc. Par le fondateur de Criteo, de Blablacar. Ouais, exactement. Et donc, qui a pour vocation d'accompagner en effet pas mal de monde. Exactement. Et là, on a été aidé par plein d'entrepreneurs qui ont monté plusieurs boîtes aussi, qui ont vécu ça avant nous et qui sont un petit peu des mentors et qui nous aident au quotidien. C'est ce que je te disais, il y a plein de gens qui nous ont tendu la main et qui nous ont aidés. Notre histoire leur a parlé et voilà, et c'est absolument génial de pouvoir avoir les conseils. C'est Agathe Vautier, Ariane, voilà, et puis c'est JB Rudel qui a fondé ça. Autant pour moi, Agathe, si tu nous écoutes. Nous t'embrassons également. Et super. Tu m'as parlé d'un bouquin. Alors merci déjà pour toute cette transparence parce qu'on voit un peu la... Voilà.
bon, la vie d'entrepreneur de Maxime Buzard a quand même l'air relativement simple en fait, tu vois. Bon, alors c'est beaucoup de travail, hein, tu me le disais aussi tout à l'heure, mais c'est vrai que ça a l'air pas un long fleuve tranquille, mais ça a l'air d'être seamless quand même tout ça, non? Tu un peu sur un nuage, quoi, non? Bah en fait, on se rend compte de la chance qu'on a. Ouais. Alors bien sûr, on s'est défoncé, on a beaucoup travaillé, on continue, mais on se rend tellement compte de la chance qu'on a d'avoir, parce que j'ai tellement d'amis entrepreneurs qu'on commençait à travailler sur un projet, et en fait pour se rendre compte que ça prenait pas comme il le voulait, était obligé de renoncer parfois un peu à ton rêve. Et nous, c'était tellement un rêve pour tous les trois d'arriver à monter une entreprise qui fonctionne, qui aide des clients et qui arrive à créer des emplois. Ça aussi, on était vraiment super fiers la première fois qu'on a signé un CDI. Là, on va signer le 10e CDI. Donc, tu te dis que tu as un impact réel. C'est fantastique. C'est le plus bel impact, je pense. Ouais, voilà. Ça, c'est génial. Et donc, du coup, tous les petits problèmes que tu as au quotidien, parce qu'en fait, c'est une foule de problèmes que tu dois résoudre au quotidien. C'est un peu un défi. Alors, tu commences à les prendre au début, tu te dis il y a un problème, zut, comment je vais faire, tu stresses, et au fur et à mesure il y a des gens qui disent non mais prends-le comme un challenge, prends-le comme un défi, prends-le comme un jeu. T'as pas eu encore de départ? Si, on a eu des gens qui sont partis. Ouais, il y a des gens qui sont partis pour plusieurs raisons différentes. Certaines qu'on a compris, d'autres qu'on n'a pas compris. Il y en a que tu voulais pas qu'ils partent, enfin parce que ça peut être dur là, t'es encore très jeune, mais quand t'as un pilier qui part, c'est compliqué. On n'a pas encore eu de pilier qui nous a quittés. Par contre, forcément, quand tu bosses 2, 3, 4, 5, 6 mois avec des gens et que tu es une petite équipe, tu t'attaches à la personne. Et parfois, il y a des pratiques dans la tech, notamment chez les devs, qui sont un peu incompréhensibles. Après, nous, on n'a pas eu de chance, hein, mais quand tu as une personne qui est là et le lendemain, elle est plus là et tu sais pas pourquoi et tu as juste un courrier d'avocat et personne n'est capable de dire pourquoi elle est partie, même ses amis dans l'entreprise. Parfois, c'est des moments où tu vas prendre un verre avec tes associés et tu te dis mais qu'est-ce qu'on a fait, quoi? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Très dur. Je suis d'accord. Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Et parfois, en plus, j'imagine, alors il y a des fois où t'as rien fait de mal, et puis parfois t'as fait un truc sans t'en rendre compte, quoi. Mais sur le nombre de personnes qu'on a vu passer chez nous, ce que tu racontes est arrivé chez nous, en effet, chez un dev aussi, qui est un jour parti, et puis qui nous a, semble-t-il, un peu maudit, détesté, on n'a pas compris pourquoi. Et en fait, au total, sur 5 ans, 50 personnes, on a peut-être eu une centaine de personnes qui sont passées dans la boîte, et ça s'est passé très bien avec 99, tu vois. Et donc tu te dis, bon, je dois pas être si méchant que ça, mais ouais, c'est souvent des incompréhensions. Ouais, c'est des incompréhensions. C'est très dur, je suis d'accord. Ok, tu m'as parlé de How Google Works, donc qui se lit en français aussi, tu sais ou pas? Qui se lit en français aussi. Donc je le mettrai en lien si ça se trouve un peu partout. Ouais, bien sûr. C'est intéressant. Il y a d'autres bouquins comme ça de références ou de recommandations que tu pourrais avoir? Après, moi j'ai relativement peu d'expérience, mais ceux qu'on m'a conseillé. Il y a Blitzscaling qui a été écrit par le fondateur de LinkedIn. Je ne l'ai pas lu et j'en ai entendu parler aussi. Blitzscaling, je trouve vraiment sympa. Ouais. Alors c'est vraiment pour les licornes, hein, non? C'est un peu l'idée, non? Ouais, c'est un petit peu pour le Reid Hoffman, hein? Ouais, exactement. Mais il parle de toutes les différentes étapes de l'entreprise quand tu vises une hypercroissance, hein, bien sûr, c'est destiné aux entreprises qui visent l'hypercroissance, mais c'est l'étape de la famille, l'étape de la tribu, l'étape du village, l'étape de la ville, enfin bref, il y a pas mal de choses comme ça, et il compare les différents business models et les différentes stratégies de développement. Je trouve ça vraiment super intéressant. Okay. Et après, un autre qu'on m'a recommandé, que j'ai beaucoup aimé et que quasiment tout le monde a lu maintenant chez Spacefield, c'est The Hard Thing About Hard Things. Oui. Mais ça c'est un classique. Un classique dans ce podcast. Puis alors moi je suis un grand, je crois que je le recommence tous les mois, mais qui est Ben Horowitz. Ben Horowitz, qui est tu vois, encore là récemment, j'ai photographié une page, je sais pas s'il nous écoute, je vais pas le citer parce que mais il y a quelqu'un qui m'a piqué 2 employés, ça m'a pas plu, et quelqu'un qui est ami, tu vois, on se connaît depuis longtemps, etc.
Et au premier, je lui ai envoyé une photo d'une page qui est... en gros, il y a tout un chapitre sur comment tu fais si tu vas faire ton shopping chez tes amis, tu vois. Et je lui prends la photo, quand j'ai appris pour la première, et je lui dis, c'est de bonne guerre, hein, c'est le jeu. S'ils veulent aller chez toi, c'est qu'ils seront mieux chez toi, ou en tout cas ils estiment que voilà, t'as des choses à proposer, donc il y a pas de souci. Maintenant, préviens-moi, tu vois. Avant, ça se fait, tu vois, un peu d'éducation et de voilà. Et du coup, 3 semaines après ou 1 mois après, il me prévient. Mais là, tu dis bon, ok. Alors c'est sympa. Maintenant, tu me préviens, j'apprécie. Maintenant, la prochaine fois, je prendrai ça quand même comme un acte de guerre, et juste sache que peut-être que j'essaierai de pas me priver d'aller faire du shopping chez toi, quoi. Donc voilà, c'est comme quoi, et t'apprends des choses, c'est du vrai concret, quoi. The Hard Things About Hard Things de Ben Horowitz, donc qui est l'un des fondateurs avec Marc Andreessen d'un des plus beaux, une plus belle réussite des fonds d'investissement des VC de la Silicon Valley, Andreessen Horowitz. Ouais. Beaucoup de contenu aussi qu'ils éditent sur leur site, de podcasts, de choses que vous pouvez aller trouver. Hyper cool. Écoute, je crois qu'on a fait un bon tour de tout ça. Est-ce que, allez, dernière chose, tu as des petits outils, des tips, je sais pas, c'est quoi l'appli ou sur ton ordinateur que tu utilises le plus qui a un peu changé ta vie? En termes business ou au quotidien? Les deux, tout ce que tu veux. Moi, au quotidien, j'aime bien Mapster. Ouais. Qui me permet d'avoir toutes mes petites adresses de resto, de bar, de tout et n'importe quoi, on va dire, partout dans le monde. Et ça, en plus, j'ai eu la chance de rencontrer le fondateur via le Galion. Ils ont une histoire absolument incroyable. Ils sont 5, ils ont des centaines de milliers de téléchargements et de personnes qui utilisent leur application tous les jours. Enfin, c'est vraiment assez exceptionnel ce qu'ils ont fait. Ok, super. Et donc ça, moi, je l'utilise quotidiennement. Tu peux partager tes adresses avec tous tes potes. Tu as toutes les cartes de tous tes potes dans ton téléphone. Quand tu visites une nouvelle ville, c'est assez sympa. Ouais. Je l'ai téléchargé et il se trouve que j'ai pas complètement encore, mais il va falloir que je m'y remette, puisque quand même plein de gens bien sensés comme toi disent qu'ils adorent cette application. Donc je vais m'y remettre. Non, ça c'est vraiment génial. Et après, au niveau business, quelque chose que moi j'utilise beaucoup, moi j'utilise beaucoup Asana en fait. Asana, d'accord. Asana pour l'organisation avec toute l'équipe, arriver à déterminer justement des grandes tâches. Après, chacun arrive à rentrer à l'intérieur une forme de to-do avec plusieurs colonnes, etc. Ça, c'est vraiment comme on top. peut avoir Trello, etc. Ouais, ça, moi, j'aime vraiment beaucoup. Ok. Mais grosso modo, en termes d'outils, finalement, j'ai pas énormément de petits outils qu'on utilise énormément au quotidien. Et on te suit où? LinkedIn, si on veut t'ajouter, Insta, sur LinkedIn, ailleurs? Sur LinkedIn, non, okay. Insta, je mets pas beaucoup de choses. Ok. Je suis pas sur Twitter, mais principalement LinkedIn, ouais. Ok, très bien. Et puis on t'écrit via le site de Spacefield, s'il faut. Et puis, avec plaisir. Voilà. Ok, Maxime, je te remercie pour tout ce temps et cette transparence. Merci à toi, Mathieu. Je te dis merde pour la suite, et puis on se tiendra au courant de tes futures levées, tes futures aventures. Alors. Avec plaisir. À bientôt, Maxime. À bientôt, Mathieu. Merci. Ciao. Merci à tous pour le temps que vous passez avec nous et avec moi au travers de tous ces épisodes. J'espère que ce format Early Stage vous plaît. J'en ai encore, je crois, au moins 2 à venir. Voilà. Et je suis ravi de faire un peu des découvertes aussi plus fraîches sur d'autres aventures. À ceux qui nous écoutent pour la première fois, ajoutez abonnez-vous à Génération Do It Yourself sur vos plateformes de podcast. Notez 5 étoiles si vous êtes sur Apple, c'est important. Et puis partagez un par un à vos amis. Et puis un petit mot aussi pour tous ceux qui connaissent Maxime et qu'on fait des études avec lui et qui cherchent des projets. Nous, on a des projets chez Causa Vostra dans notre startup studio. Donc, n'hésitez pas à nous écrire sur les formulaires de contact, contact@causavostra, m'ajouter sur LinkedIn. Voilà, Mathieu, Stéphanie. Et puis, on en a un qui est chaud bouillant en ce moment sur lequel on cherche des opérationnels. Donc, si vous êtes chaud bouillant aussi, venez nous voir. À bientôt sur Génération Do It Yourself.
Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact@cosavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.